Bonjour et bienvenue à cette conférence qui se déroulera de 18h30 à 19h30. Donc je suis Violaine Laurent, je suis la directrice de l'école HEM de Lille. Donc HEM est une école de commerce dédiée à la santé et nous proposons un bachelor management et santé en 3 ans qui peut être suivi en initiale ou en alternance. Donc l'événement de ce soir est organisé dans le cadre des cycles de conférences métiers proposés par HEM Santé. Donc, je vais juste demander à tout le monde de bien vouloir, s'il vous plaît, couper vos micros et vos caméras afin d'assurer le bon déroulement de la conférence. Et je vais donner la parole à Ludivine Bracelet, qui vous présentera dans un premier temps les enjeux éthiques du Big Data dans le secteur de la santé et qui répondra à vos questions dans un second temps. Donc, je vous remercie d'avance, si vous avez des questions, d'utiliser le chat dans la conversation. Et nous prendrons un temps d'échange à la suite de la conférence pour y répondre. Je vous souhaite à tous une très bonne conférence. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, je suis Ludivine Bracelet, je suis professeure de philosophie éthique. J'enseigne dans le supérieur et au sein de la faculté et de grandes écoles et de classes préparatoires. Donc, de par mon expérience en éthique, j'ai participé à la réalisation de documentaires de philosophie pour la chaîne Planète Plus de Canal Satellite et du diffuseur Canal Plus, ainsi qu'à une table ronde sur l'éthique en politique à la Maison de la Culture de Paris. Alors ce soir, je vais traiter avec vous en fait des problématiques liées au big data en santé. Pour ce faire, je vais partager en fait mes documents, mais surtout n'hésitez pas si vous avez des questions ou des points qui vous posent problème à les noter dans le chat et je me ferai un plaisir d'y répondre en fin de conférence. Donc je vais partager tout de suite mon écran afin que vous puissiez suivre correctement la conférence. Donc, voilà. 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 Voilà, écoute, on voit, c'est parfait, on voit l'écran. C'est parfait, tant mieux. Alors, c'est parti. Donc, voilà, alors écoutez, nous allons parler ce soir donc du big data en santé et les enjeux éthiques. Donc, pour ce faire, je suis en train de regarder au niveau, d'afficher le partage pour pouvoir vous donner. Voilà. Donc, pour ce faire, nous allons commencer dans l'introduction par développer ce que nous entendons par l'éthique. C'est un mot qui semble quelque peu, on va dire, à la mode. Néanmoins, derrière ce terme-là, en fait, il faut bien développer les axes de réflexion qui nous occupent ce soir. Donc, dans un premier temps, l'éthique et la morale ont toujours été, on va dire, ont une origine commune et plus particulièrement une étymologie commune. Ethos en grec et mores en latin signifient tous deux mœurs. Néanmoins, il y a une distinction qui s'est effectuée dans le temps. Donc, je vais zoomer sur cette distinction car elle est importante puisque certes, il y a des points communs, mais sur les distinctions, eh bien, on est véritablement dans la réflexion éthique et je vais vous expliquer ensuite pourquoi. Donc, la morale est un discours d'abord normatif impératif. Qu'est-ce qu'on entend par là ? Eh bien, en effet, il s'agit de normes qui sont sous la forme d'une injonction, le « tu dois ». Voilà, donc tu dois faire ceci, tu dois faire cela. L'éthique, quant à elle, est aussi un discours, mais non impératif. Nous ne sommes pas dans l'injonction, nous sommes dans la recommandation, le conseil que l'on va effectivement mettre, qu'on va donner effectivement à autrui. Ensuite, les valeurs aussi sont différentes. La morale, quant à elle, met en évidence des valeurs universelles et absolues qui sont effectivement le bien et le mal. Tandis que l'éthique, quant à elle, met en évidence des valeurs particulières et relatives, comme par exemple le bon et le mauvais, le juste et l'injuste. Vous conviendrez, tout comme moi, que ce qui est bon pour l'un peut être mauvais pour l'autre, ce qui est juste pour l'un peut être injuste pour l'autre. De même, la morale, de par effectivement son application, tend vers la vertu et culmine dans la sainteté. Alors attention, sainteté ici n'est pas un terme à connotation religieuse, c'est un terme effectivement qui est utilisé par Kant. Donc ici, ce qu'on entend par sainteté, c'est juste la personne qui va agir par devoir
tout au long de sa vie, voilà, et donc qui va essayer de faire le bien tout au long de sa vie, ce qui va effectivement être, on va dire, qui est de l'ordre de la sainteté, dans le sens où on va effectivement se contraindre dans l'action, et ça peut être effectivement difficilement conciliable avec la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui. L'éthique, quant à elle, elle tend plutôt au bonheur et elle culmine finalement dans la sagesse. La question qu'on se pose, c'est plutôt comment vivre, comment effectivement être heureux dans cette société, et on met en application effectivement certaines recommandations, certains conseils pour essayer d'accéder à une sagesse dans ce qu'on appelle la praxis, l'action. Donc, on se rend compte que, en dépit de leur origine commune, eh bien, morale et éthique se sont distinguées dans le temps de par effectivement le type de discours, leurs valeurs et, si je puis dire, leurs objectifs. On va prendre donc pour appui plutôt une citation comme définition quelque peu moderne de l'éthique, et on dira effectivement que la morale commande et l'éthique recommande, comme l'a mis en évidence André Comte-Sponville dans la lettre internationale 13. Donc, nous savons en effet que l'éthique est une recommandation, c'est une réflexion qui va permettre de mettre en exergue des recommandations sur des dilemmes que nous rencontrons au quotidien. Ces dilemmes, aujourd'hui, ce soir, portent effectivement sur le big data en santé. Alors, qu'entendons-nous par big data? Alors, le big data, quant à lui, est un domaine qui exploite les avancées technologiques et informatiques pour collecter, stocker, gérer et analyser de grandes quantités, effectivement, de données. Alors, les données, effectivement, ici, en ce qui nous concerne ce soir, proviennent de sources variées telles que les dossiers médicaux électroniques, les données génomiques, les dispositifs médicaux connectés, les données des réseaux sociaux aussi, et les publications scientifiques. Donc, en fait, il existe, si je puis dire, des plateformes qui collectent massivement des données, effectivement, de santé, qui vont effectivement les analyser au travers d'algorithmes, qui vont les exploiter. Et en effet, cette collecte massive entraîne forcément des dilemmes, des problèmes éthiques dont effectivement les experts en la matière vont devoir effectivement, ont pour objectif de résoudre, ou en tout cas de mettre en évidence des recommandations pour pallier ces difficultés au mieux. Donc, à partir de là, il me semble important de faire l'état des lieux du big data en santé. Parce que bon, s'il y a collecte de données aujourd'hui, et elles sont nombreuses, c'est que finalement, elles nous apportent quelque chose. Donc, bien entendu, nous allons voir le big data en santé qui nous apporte des bénéfices. Voilà. Nous verrons effectivement ensuite ce qu'il génère et les dilemmes effectivement éthiques qu'il implique. Donc, concernant les bénéfices du big data en santé, eh bien, le big data a des impacts significatifs, non négligeables et positifs. On peut affirmer que la collecte massive des données de santé a un impact positif sur 5 domaines de ce secteur que l'on nomme communément le DTPRG: le diagnostic, le traitement, la prise de décision clinique, la recherche médicale et la gestion des soins de santé. Donc, je vais prendre point par point et zoomer sur chacune de ces catégories afin de vous les développer au mieux. Donc, concernant les diagnostics, les données massives de santé, alors je prends quelques exemples, tels que les résultats des tests de laboratoire, les dossiers médicaux électroniques, les données d'imagerie médicale aussi, peuvent être utilisées pour détecter les signes précoces de maladies. Donc, en fait, les algorithmes, en analysant ces données, peuvent déceler les anomalies et permettre un diagnostic beaucoup plus précis, plus rapide, plus précoce et par conséquent une prise en charge beaucoup plus précoce aussi. C'est le cas aujourd'hui, notamment concernant le cancer du sein, via les données d'imagerie médicale que sont effectivement les mammographies. Eh bien, les algorithmes peuvent identifier des anomalies qui indiquent un cancer du sein avant même, si je puis dire, que les signes ne soient visibles à l'œil nu. Voilà. Donc, ça permet effectivement une prise en charge de la part du professionnel de santé beaucoup plus rapide et donc effectivement la mise en place d'un protocole aussi de manière précoce. C'est aussi valable pour d'ailleurs la rétinopathie diabétique à partir des images rétiniennes. Donc, on a un impact bénéfice ici sur le diagnostic puisqu'on a des diagnostics beaucoup plus précis et précoces grâce effectivement à cette collecte de données.
Ensuite, concernant les traitements, la collecte de données sur les antécédents, par exemple médicaux, les habitudes de vie ou les profils génétiques, eh bien, sont analysés et permettent la mise en place d'un traitement individualisé, personnalisé, spécifique à chaque patient en fonction de ses caractéristiques. Et là, c'est on va dire, un sacré bénéfice que le big data, effectivement, en santé. Pourquoi? Parce qu'il va dans le même sens que la médecine. La médecine est une casuistique. Elle fonctionne au cas par cas. On va proposer un traitement pour un patient. Et là, grâce à cette collecte de données, en effet, eh bien, on va pouvoir mettre en place un traitement individualisé et personnalisé. Les algorithmes peuvent, par exemple, aujourd'hui détecter une mutation génétique qui pourrait affecter, par exemple, l'efficacité d'un traitement particulier. Et les médecins peuvent donc ainsi pallier le problème en choisissant le meilleur traitement pour le patient en question. Donc, véritablement, on a une médecine qui se veut encore plus individualisée, plus personnalisée et qui est donc adaptée à chaque patient et à chaque pathologie du patient. Ensuite, pour ce qui est de la prise de décision clinique, le big data, je vais dire, joue plutôt un rôle de support, on va dire, d'aide à la décision clinique. Et concernant certaines pathologies, c'est le cas pour la pneumonie ou certaines maladies pulmonaires obstructives chroniques. En effet, il y a des algorithmes aujourd'hui qui ont été développés pour aider les médecins à diagnostiquer ces maladies et à prendre des décisions cliniques plus éclairées. Donc, c'est une source effectivement de données, on va dire, c'est un appui pour les médecins, c'est une aide qui leur est donnée et sur lesquelles ils peuvent s'appuyer pour pouvoir effectivement prendre des décisions cliniques les plus précises possibles. Donc, c'est plutôt effectivement un support et une aide à la décision clinique. Concernant la recherche médicale, elle peut être clairement améliorée grâce à la collecte des données, car au travers effectivement de leur analyse, eh bien, on peut identifier des schémas, des tendances qui peuvent aider à la compréhension des causes de certaines maladies ou des facteurs de risque et donc permettre aussi aux chercheurs de développer ainsi de nouveaux traitements, de mettre en place des solutions innovantes. Ça a été le cas justement concernant le diabète et certaines aussi maladies cardiovasculaires. Enfin, les données et leur analyse ont permis d'améliorer la gestion des soins de santé. C'est le cas véritablement des maladies chroniques et particulièrement concernant le diabète. En effet, aujourd'hui, les données des patients peuvent être collectées auprès de diverses sources, par exemple leur dossier médico-électronique, bien sûr, mais aussi des dispositifs de surveillance, par exemple de la glycémie, des applications aussi de suivi de la santé qui vont être analysées par des algorithmes et mettre en lumière en fait comment le patient gère son diabète, gère sa pathologie. Cela sera transmis aux professionnels de santé et permettra à ceux-ci effectivement de mieux comprendre les besoins du patient et d'améliorer le plan de traitement si nécessaire. Voire même dans certains cas, ça peut prévoir aussi les complications liées au diabète, comme certains accidents vasculaires cérébraux ou crises cardiaques. En effet, ça permet, j'allais dire, aux professionnels de santé d'intervenir plus tôt, si ce n'est pour éviter, mais au moins minimiser les complications potentielles. Donc, en fait, la collecte des données va ici permettre de pouvoir se rendre compte pour le professionnel de santé de comment le patient gère sa pathologie au quotidien et de pouvoir intervenir dessus et ajuster le plan de traitement si nécessaire. Donc, nous nous rendons compte ici que le big data en santé, donc cette collecte massive de nos données de santé, elle a quand même eu effectivement des impacts significatifs et bénéfiques, vraiment dans le diagnostic, dans le traitement, dans la prise de décision clinique, dans la recherche médicale, dans la gestion des soins de santé. C'est vraiment une avancée non négligeable et considérable. Seulement, qui dit bénéfice dit aussi risque. Et les risques, effectivement, on va dire, sont développés et les risques, effectivement, ont un impact sur, effectivement, la vie privée des patients, des utilisateurs, pardon. Et bien entendu, effectivement, il y a des enjeux éthiques très, très importants. Alors, les problèmes éthiques qui sont suscités par le big data en santé.
Alors, il y en a effectivement, la problématique éthique, il y en a effectivement, sont nombreuses, hein, il y en a beaucoup, mais je me suis focalisée sur les 4 principales. Alors, tout d'abord, la collecte, l'analyse des données peut s'avérer biaisée, source d'erreurs, d'interprétation, voire peut engendrer des inégalités et donc des décisions cliniques qui vont être inexactes, des traitements qui risquent d'être inappropriés, peut-être même des disparités dans les soins. En effet, le big data peut souffrir de plusieurs, ce qu'on appelle biais, en effet, donc de sources d'erreurs. Alors, ces biais, en effet, il y en a 4. Je vais vous développer les 4 principaux qui sont aujourd'hui, en effet, problématiques d'un point de vue éthique, puisqu'ils engendrent, on va dire, des discriminations et des problématiques au niveau des plans de traitement et du protocole de soins. Alors, le premier biais ici en question, donc la première source d'erreur, c'est un biais de sélection. En effet, les données de santé risquent parfois de ne pas inclure certains groupes de population. Il se peut en effet que certains groupes soient exclus de ces données de santé, comme des personnes âgées, des handicapés ou des personnes qui vivent dans une région en particulier. Donc, vous comprenez bien qu'à partir du moment où il y a un biais de sélection, eh bien, effectivement, nous arrivons dans une analyse qui va être discriminante, puisqu'elle ne prendra pas en compte toute la population, mais certains groupes de celle-ci. Donc là est déjà effectivement, ça soulève déjà un problème éthique puisque tout le monde, il n'y a pas il n'y a pas d'égalité, pardon, effectivement, dans ce qui est proposé de par cette collecte de données. Ensuite, nous pouvons avoir un biais, on appelle ça de mesure. Les biais de mesure, ce sont des données qui peuvent être inexactes ou incomplètes concernant des facteurs de risque d'une maladie. Alors, si les biais, effectivement, ces données, pardon, sont incomplètes ou inexactes, le protocole qui en découle le sera aussi, inévitablement. Il se peut que si tous les facteurs de risque ne soient pas pris en compte, eh bien que le protocole ou la mise en place effectivement d'un traitement pour une personne en particulier puisse être problématique si cette personne effectivement on va dire, ne tolère pas le protocole de traitement qui est mis en place puisqu'il y avait un facteur de risque qui n'a pas été pris en compte par l'algorithme. Ensuite, nous pouvons aussi avoir des biais de traitement. Si par exemple un algorithme de diagnostic est basé sur des données de patients ayant accès, on va dire, à des soins de santé de qualité supérieure, eh bien nous nous doutons bien que cet algorithme ne sera pas efficace pour diagnostiquer des patients qui ont des ressources limitées. Il faut en effet qu'au niveau des traitements, l'algorithme prenne en compte tout type de patients avec tout type d'accès aux soins, que nous ayons des ressources, effectivement, des accès de qualité supérieure ou effectivement des ressources limitées et ne pas prendre en compte, effectivement, un traitement, on va dire, particulier avec un accès, je vais dire, beaucoup plus spécifique ou trop, effectivement, on va dire, de qualité, effectivement, de qualité supérieure et non, j'allais dire, limitée. Il faut que tout le monde puisse, en effet, être pris en compte dans le biais de traitement. Nous avons enfin aussi un biais de confirmation, alors qui est un biais connu, hein, parce qu'il n'y a pas que dans les collectes dans la collecte effectivement des données de santé, mais le biais de confirmation, eh bien, qu'est-ce que c'est? C'est si un algorithme confirme des préjugés et existants plutôt que de trouver des solutions basées sur effectivement les données. Je vous donne un exemple. Si il existe un préjugé qu'une maladie serait, par exemple, plus fréquente chez les hommes que chez les femmes, admettons, eh bien, si l'algorithme ignore des données qui contredisent cette hypothèse, eh bien, il met en place un biais de confirmation. Ça veut dire qu'il confirme le préjugé que cette maladie est en effet plus présente chez les hommes que chez les femmes. Et par conséquent, eh bien, l'algorithme n'est pas dans une objectivité complète. Et donc, il n'est pas à prendre en compte et on va dire que ces analyses sont peu pertinentes. Donc ici, nous avons effectivement des biais d'interprétation de données qui posent des problèmes de discrimination, de plans de traitement qui ne seraient pas adaptés, de plans de traitement qui seraient, on va dire, spécifiques à un type de population, ou alors effectivement qui ne prendraient pas en compte tout type de pathologie et tout type de facteurs et de risques. Ensuite, au niveau des problèmes éthiques suscités par le big data, nous avons un problème qui va jouer sur l'information et le consentement.
En effet, il faut savoir que la collecte et l'utilisation des données personnelles, alors que ce soit les antécédents médicaux, les diagnostics, les traitements et les résultats, euh, le patient, effectivement, doit être informé et doit consentir, effectivement, à ces collectes de données. Il doit toujours être conscient de l'implication de la collecte des données et de l'utilisation de ces informations. L'un des problèmes clés, on est bien d'accord, c'est la transparence et la compréhension. Les patients, effectivement, doivent savoir et comprendre les données qui sont collectées, comment elles sont stockées, comment elles sont utilisées, comment elles sont partagées. Cependant, on se rend compte en fait que le jargon technique et les termes juridiques peuvent être difficiles à comprendre pour des patients qui ne sont pas familiers avec le domaine de la santé ou avec les lois sur la protection des données. Donc, comment peut-on parler, si je puis dire, de consentement éclairé à partir du moment où les informations ne sont pas claires pour le patient et s'il n'a pas conscience de tous les risques potentiels liés à l'utilisation de ces données? Donc, si le consentement n'est pas éclairé, soyons clairs, le consentement n'est pas assuré. Là, nous avons vraiment un problème éthique puisque la transparence, effectivement, doit encore être travaillée, puisque que ce soit sur tous les sites de collecte de données, en effet, tous les risques ne sont pas mis en évidence. Les patients, effectivement, ne sont pas informés de tous les partages de données et ne savent pas forcément à quoi vont servir leurs données, comment elles sont collectées, pour combien de temps, et effectivement, est-ce qu'ils ont droit d'y accéder? Est-ce qu'ils ont droit effectivement peut-être de supprimer quelques informations? Est-ce qu'ils ont un accès à celles-ci? Ils ne sont pas forcément au courant de tout et par conséquent, on ne peut pas parler de consentement éclairé. Et donc, il y a un risque éthique pour effectivement le patient. De plus, il y a aussi effectivement au niveau du big data en santé des problèmes éthiques qui sont liés à la confidentialité et à la sécurité, la protection de la vie privée et la sécurité. Pourquoi? La confidentialité est un aspect essentiel de la relation de confiance entre les patients et les professionnels de santé. Le non-respect de celle-ci peut entraîner de la stigmatisation, de la discrimination, voire de la violation des droits de la vie privée. Donc, ça peut être effectivement extrêmement problématique si les données de santé qui sont considérées comme des informations effectivement sensibles, privées, effectivement ne sont pas, j'allais dire, sécures et ne sont pas sur des sites qui le sont. La sécurité, effectivement, est un aspect qui est critique puisque, nous le savons très bien, les sites peuvent être la cible de personnes malveillantes, de pirates informatiques qui pourraient entraîner des conséquences négatives, des conséquences graves comme la divulgation non autorisée des données de santé, la perte des données, l'interruption même des services de santé et, j'allais dire, même parfois l'usurpation d'identité. Donc, nous sommes dans des situations ici qui peuvent être effectivement très problématiques. Nous pouvons aussi avoir enfin une utilisation inappropriée des données de santé. Elles peuvent être utilisées pour cibler effectivement les patients avec des publicités pour des produits de santé ou des traitements spécifiques et donc influencer le patient qui n'a absolument pas besoin de ces produits, donc avec des publicités ciblées. Elles peuvent ensuite effectivement être vendues à des tiers, tels que des entreprises de marketing ou des fournisseurs de services de santé. Et là, une fois de plus, il y a la problématique du consentement. On a consenti à donner, à partager effectivement à ce que nos données soient collectées, mais on n'a pas forcément consenti à ce qu'elles soient vendues à des entreprises de marketing. Et enfin, elles peuvent être piratées ou volées, et donc ça peut être effectivement néfaste pour la santé et pour effectivement la sécurité du patient. Alors, on voit ici que les problèmes éthiques sont nombreux. Et encore, je n'en ai mis en évidence que 4. Voilà, il y en a encore beaucoup d'autres. Comment protéger donc les citoyens face à de tels risques et comment faire en sorte qu'ils soient informés au mieux et donc qu'ils consentent, si je puis dire, en connaissance de cause, à la collecte des données de santé? Là est le rôle de l'éthique et des professionnels en la matière. Donc, c'est le rôle et le défi, en effet, de l'éthique que de s'atteler à ces problématiques. Quel est son rôle? Eh bien, son rôle est d'équilibrer cette balance bénéfice-risque. Concrètement, qui s'en charge? Alors, qui s'en charge? D'abord, sachez effectivement que, de manière générale, il y a deux
instances qui vont s'en charger, le CNIL et puis effectivement le CCNE, donc la CNIL et le CCNE, donc la CNIL qui est la Commission nationale de l'informatique et des libertés, qui est une autorité administrative française indépendante, hein, qui a été créée par la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978. Elle est composée de 18 membres élus et désignés. La présidente depuis 2019 est Marie-Laure Denis, qui est une haute fonctionnaire et conseillère d'État. Elle a été élue en 2019 pour un mandat de 5 ans. Nous avons aussi le CCNE, qui est le Comité national consultatif d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé, qui est une institution française indépendante, qui a été créée en 1983, composée de 43 membres d'horizons divers. Alors, à savoir effectivement des professionnels du domaine de la médecine, du droit, de la philosophie. Pour effectivement la partie éthique en philosophie, d'ailleurs, c'est Monique Canto-Sperber qui gère cette partie au sein du comité. Le président qui a été donc nommé pour 2 ans est Jean-François Delfrécy, qui est un médecin et professeur de médecine spécialisé dans l'immunologie. Donc, nous avons effectivement, on va dire, 2 instances qui se chargent d'équilibrer, d'analyser, de réfléchir et de trouver, on va dire, des solutions, de tenter de résoudre ces dilemmes éthiques entre la collecte de données et effectivement en santé et toutes les problématiques qu'elle génère. Nous avons aussi, je n'en parle pas, je n'ai pas forcément le temps d'en parler, mais je tiens quand même au moins à le mettre en évidence. Nous avons aussi des espaces de réflexion et des pôles éthiques régionaux qui s'en chargent aussi. Dans chaque région, effectivement, il existe un espace de réflexion éthique. Vous pouvez les retrouver d'ailleurs sur le site du CCNE dans un onglet qui s'intitule effectivement l'éthique en France ou ailleurs. Vous cliquez sur en France et vous avez la liste des différents pôles éthiques et donc vous retrouverez celui de votre région. Et ils se chargent aussi, eux, de travailler sur les différentes problématiques éthiques, dont la collecte, effectivement, des données massives en santé. Alors, nous savons maintenant qui s'en charge, mais comment s'en charge-t-il? Donc concrètement, alors le CCNE, lui, va travailler par examen des questions éthiques sur les avancées scientifiques et technologiques. Comment s'y prend-il? En organisant des débats, des auditions, des consultations publiques sur toutes ces questions. Il va décanter, il va avoir une masse d'informations qu'il va ensuite décanter et analyser et dont il va rendre un avis qui va être transmis effectivement à la CNIL et aux décideurs politiques. Soit dit en passant, le dernier avis en date est l'avis 143, qui est justement sur les enjeux éthiques des plateformes de données de santé et qui date effectivement de mardi dernier, hein, du 9 mai 2023, et qui ne fait que conforter en fait les problématiques que nous évoquons ce soir, puisque le CCNE a rendu 21 recommandations pour encore améliorer effectivement la protection des données de santé aujourd'hui en France, puisque nous devons encore travailler sur ces domaines, puisqu'il y a encore effectivement beaucoup d'efforts à faire, même si on a déjà parcouru beaucoup de chemin. La CNIL, quant à elle, ses principales missions, elles sont au nombre effectivement de 4. Nous avons effectivement une mission de réglementation, donc elle va élaborer des règles en conformité avec le RGPD, hein, qui effectivement est le règlement général sur la protection des données. Ensuite, elle a effectivement une mission de contrôle, donc c'est-à-dire qu'elle va vérifier la conformité des organismes privés et publics en effectuant des audits, des enquêtes. Elle a aussi une mission effectivement de conseil et d'assistance, conseil aux particuliers et aux professionnels de santé, pour les aider justement à se mettre en conformité avec la loi effectivement française, mais aussi avec le règlement européen, et d'assistance technique puisqu'elle bénéficie effectivement de ses propres ingénieurs et de ses propres développeurs pour aider effectivement à cette mise effectivement en conformité. Et ensuite, c'est aussi une instance de sanction. Elle a la possibilité effectivement de mettre des amendes administratives en cas de violation de la réglementation pouvant atteindre 20 millions d'euros, de suspendre et d'interdire effectivement aussi le traitement de données de certaines plateformes. Ça a déjà été le cas d'ailleurs en France. Les conséquences effectivement de leur travail, donc à ces 2 grandes instances, eh bien, elles sont très claires. Il y a eu effectivement une adaptation, il y a eu effectivement le 12 décembre 2018, une ordonnance effectivement qui a permis, et aussi un décret, pardon, le 29 mai 2019, qui a permis d'adapter
la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978 au règlement général sur la protection des données, donc au RGPD. Donc, ça veut dire qu'en fait, nous avions une loi qui datait du 6 janvier 1978. La CNIL et le CCNE ont travaillé sur toutes les problématiques que la collecte effectivement massive de données a engendrées suite à nos différentes avancées techniques et technologiques, a rendu effectivement leurs avis, les ont transmis effectivement aux décideurs politiques. Et donc, on a mis en place finalement une ordonnance qui va permettre de s'adapter et d'harmoniser cette loi effectivement au règlement européen. Il faut qu'il y ait une forme d'harmonie. Et donc, aujourd'hui, en effet, notre loi, grâce à cette ordonnance du 12 décembre et à ce décret du 29 mai 2019, il y a une harmonisation, j'allais dire, effectivement, de notre protection, une harmonisation européenne qui effectivement a pris en compte les recommandations du CCNE et a mis en place effectivement, j'allais dire, un protocole, un système normatif pour protéger l'utilisateur et le patient concernant effectivement ces données. Donc, ils ont mis en évidence 4 grands principes pour ça: la transparence, la confidentialité, la sécurité, le consentement, la responsabilité. Ils ont mis en évidence aussi un principe de finalité. La collecte doit être faite pour des fins déterminées, explicites et légitimes. Ça, c'est très important. Il y a eu aussi un principe de proportionnalité qui a été mis en évidence dans cette nouvelle loi, si je puis dire, avec une utilisation uniquement des données nécessaires aux objectifs et donc une interdiction formelle de collecter de manière excessive des données ou de manière excessive et de manière inutile. Et on a aussi un principe effectivement de rectification. En fait, le patient a le droit d'accéder à ces données et de demander la rectification de celles-ci si elles sont inexactes ou incomplètes, voire même d'user de son droit à l'oubli dans certaines circonstances. Par conséquent, en conclusion, qu'est-ce que nous pouvons dire? Eh bien, nous pouvons dire que les réponses, l'éthique, effectivement, ce cadre normatif, éthique et légal, en fait, a permis d'apporter de nombreuses réponses à de nombreuses problématiques. Grâce effectivement au travail du CCNE et de la CNIL, eh bien aujourd'hui, on peut effectivement, en cas d'erreur dans l'analyse de données ou en cas de préjudice causé par l'utilisation de celle-ci, on peut savoir qui est responsable. Est-ce que ce sont les entreprises qui collectent? Est-ce que ce sont les professionnels de santé qui utilisent les données? Est-ce que ce sont les développeurs d'algorithmes qui les analysent? Ça, aujourd'hui, nous pouvons le savoir et nous pouvons nous retourner effectivement contre les responsables en tant que patients et utilisateurs. De même, aujourd'hui, nous pouvons nous assurer, dans une certaine mesure, effectivement, de la transparence des algorithmes et nous pouvons effectivement faire en sorte qu'ils soient le plus compréhensibles possible pour les patients et les professionnels de santé. De même, nous avons aussi la possibilité, effectivement, de nous assurer qu'il y a un consentement, effectivement, libre des patients et qu'ils comprennent bien les enjeux et les risques qui ont été, effectivement, qui sont potentiels à la collecte de données. En effet, aujourd'hui, les plateformes sont soumises effectivement à un protocole très strict en matière effectivement de consentement concernant les données de santé qui sont des données extrêmement sensibles. Alors, en dépit de toutes ces avancées, il faut savoir qu'il y a encore de nombreux projets qui mobilisent le CCNE et nous avons encore beaucoup de travail. En effet, la crise engendrée par la pandémie de Covid-19 a mis en relief effectivement la valeur que pouvaient représenter les données de santé, mais aussi également les tensions et les réticences que pouvait susciter leur usage. Donc, dans ce contexte, eh bien, effectivement, le CCNE a réfléchi et a travaillé sur les enjeux éthiques effectivement de ces plateformes et donc a rendu effectivement un dernier avis, l'avis 143 le 9 mai dernier, avec 21 nouvelles recommandations pour, si je puis dire, renforcer notre sécurité, notre protection de notre vie privée. De plus, le CCNE, après de nombreuses auditions, finalise aussi actuellement son avis sur le thème du diagnostic médical et de l'intelligence artificielle, qui est en train de se développer énormément. Et de plus, il bénéficie aussi, dans le domaine de la santé, d'un groupe de travail permanent
sur les neurosciences, dont la mission générale va être d'anticiper les problématiques liées, par exemple, à la genèse du cerveau, pardon, à son fonctionnement macroscopique, à travers effectivement les outils d'imagerie, les interfaces, par exemple cerveau-machine, et aussi les risques en matière de captation et d'utilisation des datas neuronales. Donc, on a encore effectivement beaucoup de travail sur effectivement la collecte de santé, la collecte des données de santé, pardon, mais aussi effectivement sur l'intelligence artificielle et effectivement sur les neurosciences qui sont effectivement nos axes de réflexion en ce moment même. Tout cela ne fait que conforter finalement l'idée qu'il est indispensable aujourd'hui, en tant que citoyen, en tant qu'actif, en tant qu'utilisateur des nouvelles technologies de l'information et de la communication, et je dirais même en tant qu'homme, hein, en tant qu'animal raisonnable, tout simplement de se former effectivement à l'éthique. Tout simplement pourquoi? Parce que dans tous les aspects de notre vie, nous sommes confrontés à des choix et des décisions qui ont des implications éthiques. Et la réflexion éthique va permettre de bien comprendre les enjeux de notre responsabilité, de la responsabilité sociale, et de nous permettre d'agir au mieux, d'avoir une praxis, on appelle ça une praxis, hein, une action, qui soit la plus pertinente possible dans un monde aussi complexe que le nôtre. Elle permet aussi, la réflexion éthique, de développer les compétences nécessaires pour identifier, analyser et résoudre les dilemmes au sein du monde du travail. Les conflits d'intérêts, les questions liées par exemple à la protection de la vie privée au sein du monde du travail. Donc c'est un avantage en effet de se former effectivement à la réflexion éthique et de la prendre en compte au sein de l'entreprise. De même, elle permet de rester informé et de comprendre les implications des différents changements sociaux et donc de s'adapter plus facilement et plus efficacement. L'intelligence artificielle, la génétique, la protection de l'environnement sont des domaines qui évoluent rapidement. Et donc, si effectivement on s'informe le mieux possible sur ces domaines et si on réfléchit à tous les tenants, les aboutissants et aux problématiques que ces domaines suscitent, eh bien, on peut anticiper ces problématiques et on peut peut-être effectivement s'adapter au mieux et ne pas, j'allais dire, les subir, mais au contraire, agir de concert avec ces changements. De même, et là c'est peut-être aussi un facteur clé, c'est-à-dire que l'éthique et la réflexion éthique est devenue effectivement synonyme aussi de confiance. Je m'entends, aujourd'hui, il y a de nombreux consommateurs et aussi de nombreux partenaires commerciaux, de nombreux employés, de nombreux employeurs qui sont soucieux aussi de s'associer avec des personnes ou des entreprises qui agissent de manière éthique, afin de préserver déjà la confiance des parties prenantes. En effet, s'associer avec quelqu'un qui se forme de manière éthique et qui met en place des protocoles éthiques au sein de son entreprise, eh bien, ça permet en effet d'établir et d'affermir, on va dire, la relation de confiance entre les intervenants et puis les travailleurs. Et aussi, ça permet aussi de prévenir les dommages à la réputation. Vous le savez tout autant que moi, aujourd'hui, une réputation, elle peut se faire en un clic et elle peut se défaire en un clic. Donc, dans les entreprises aujourd'hui, en effet, se dire, bah voilà, j'ai des responsables qui sont formés à l'éthique. J'ai en effet moi-même suivi une formation éthique. Je suis moi-même capable, effectivement, l'éthique m'intéresse et je vais réfléchir effectivement aux enjeux. Je vais me poser des problématiques et essayer de mettre en exergue un éclairage sur ces problématiques et peut-être d'en trouver les solutions afin justement de vivre mieux dans mon entreprise, par exemple. Eh bien, ça a permis aussi d'éviter, j'allais dire, des soucis, aussi effectivement des dommages à la réputation qui pourraient être vite effectivement, j'allais dire, mis en évidence dans la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Donc en fait, le big data, pour terminer, hein, j'allais dire, cette conférence, je vous dirais que le big data, effectivement, la collecte des données massives en santé, a été une révolution. Voilà, c'est vraiment un avantage considérable puisqu'elle a eu de nombreux bénéfices, on les a vus, hein, dans le domaine du diagnostic, du traitement, de l'aide effectivement à la décision clinique. Tout ça sont des avantages non négligeables. Elle a aussi effectivement beaucoup d'inconvénients puisqu'elle peut mettre à mal
la protection, la sécurité, la confidentialité. Elle peut être discriminante. Pourquoi? Parce qu'elle met en place des algorithmes qui peuvent subir ce qu'on appelle des biais, des erreurs d'interprétation. Donc, ce sont effectivement des problématiques éthiques importantes qui vont nuire concrètement aux utilisateurs. Néanmoins, nous avons aujourd'hui des instances qui se chargent effectivement de réfléchir et de mettre en évidence des solutions afin de protéger au mieux les utilisateurs. Ces instances que sont effectivement le CCNE et la CNIL, et aussi tous les pôles de réflexion éthique qui exercent effectivement dans ce domaine dans les différentes régions de France. Ça veut donc dire effectivement que nous sommes quand même encadrés et qu'il y a un cadre normatif pour nous aider effectivement dans ces problématiques et nous aider à avancer dans cette société qui progresse tellement rapidement et donc qui va beaucoup plus vite que nous. Nous savons aujourd'hui que nous sommes, j'allais dire, en intelligence artificielle, en collecte des données, tout va très vite et parfois nous pouvons nous sentir dépassés. Et en fait, l'éthique aussi est là pour poser des jalons et des garde-fous et nous aider à baliser, en effet, à nous donner des balises dans cette société qui progresse très rapidement. Et donc, il ne faut pas hésiter en tant qu'utilisateur, justement, à consulter ces balises. Donc, je vous invite effectivement, au niveau de la protection effectivement de vos données de santé, à ne pas hésiter à vous référer au site effectivement du CCNE et de la CNIL, qui mettent bien en évidence et qui peuvent répondre à toutes vos questions concernant effectivement la protection de vos données. Si vous avez des difficultés, si vous ne savez pas effectivement quelles données effectivement sont collectées, pourquoi et à quoi elles servent, et si vous pouvez agir sur celles-ci, eh bien, nous avons aujourd'hui les réponses et vous pouvez effectivement, et nous sommes protégés, nous avons tout ce qu'il faut pour protéger au mieux l'utilisateur, j'allais dire, et le patient, et travailler de concert avec les professionnels effectivement de santé dans ce domaine. Voilà, nous pouvons effectivement faire place aux questions si vous le souhaitez. Merci Ludivine pour cette De rien. conférence très intéressante. Alors, on va pouvoir remettre... Voilà, je me voilà de. Alors, si vous avez des questions par rapport à cette conférence, Voilà. n'hésitez pas à les écrire dans le chat et je me ferai un plaisir de les lire pour que Ludivine puisse y répondre. Alors, on a une première question. Donc, alors, avec toutes ces avancées éthiques et juridiques en matière de collecte de données, peut-on affirmer qu'aujourd'hui, en France, le patient est bien informé et protégé? Alors, le patient est informé et le patient est protégé. Voilà, alors, bien informé, bien protégé, on va dire qu'on peut encore faire mieux. On a encore effectivement de quoi travailler là-dessus. Ça veut dire que je pense que sur l'information et la protection, il y a encore effectivement un travail à faire. Et d'ailleurs, justement, le CCNE a mis en évidence encore quelques difficultés à ce sujet. Particulièrement, on pourrait dire, si je devais vous donner un exemple, je dirais que sur la notion effectivement de protection, l'anonymisation des données peut encore poser problème aujourd'hui. Ça veut dire que même si les données qui sont collectées sont dites anonymes, voire parfois il y a même des pseudonymes, voilà, eh bien, il n'en reste pas moins qu'il est possible d'effectuer en fait des recoupements d'informations et donc en quelque sorte, réidentifier la personne. Donc, l'anonymisation n'est pas totale encore aujourd'hui. Et donc, il y a encore un effort à faire sur l'anonymisation en France et en Europe, de toute façon. Donc, peut-être faudrait-il se tourner, j'allais dire, vers des notions de cryptage beaucoup plus, on va dire, beaucoup plus pertinentes, comme peut-être des déchiffrements, on va dire, qui vont être homomorphes, on appelle ça, c'est-à-dire effectivement des bases mathématiques qui permettraient justement d'analyser les données et que celui qui analyse les données n'a pas accès aux résultats de ces données. Parce qu'aujourd'hui, le problème, c'est que l'algorithme qui analyse les données a accès aux résultats et donc ça peut permettre des recoupements. Donc, il faudrait effectivement avoir un point de vue qui soit complètement extérieur et donc il y a encore du travail sur l'anonymisation. Sur l'information aussi,
hein, parce que dans votre question, effectivement, vous vouliez savoir si nous étions aussi bien informés. Sur l'information, oui, de manière générale, on est informé, mais peut-être pas complètement. Par exemple, une chose qui peut sembler peut-être un peu bête, je vais dire, mais que deviennent les données collectées une fois que le patient, par exemple, est décédé? Voilà. Est-ce que les données disparaissent en même temps de la toile, on va dire, en même temps que lui? Bah écoutez, non. Et il faut savoir en fait que la loi prévoit, on va dire, des dispositions. Vous pouvez rédiger des directives anticipées en demandant que, une fois effectivement, si vous décédez, que vos données soient ou supprimées ou non communiquées ou effacées. Voilà, c'est possible, sachant quand même qu'il y a un paradoxe qui a été d'ailleurs, je crois, noté, hein, si je me souviens bien, dans un des avis du CCNE, il y a quand même un paradoxe puisque un dossier médical, en fait, qui collectait effectivement les dossiers électroniques, hein, les dossiers médico-électroniques et tous les dossiers médicaux doivent être conservés 10 ans après le décès de la personne. Donc, comment demander un effacement si on doit conserver le dossier 10 ans? Donc, vous voyez, on est informé sur certaines choses, mais il y a encore effectivement des points à travailler sur effectivement la protection et l'information. On peut faire mieux, je pense. Merci. Alors, une autre question. Est-ce que les conseils de l'ordre ont un rôle à jouer dans le domaine de la protection de données? Alors, les conseils de l'ordre, effectivement, ont un rôle, on va dire, qui va être plutôt un rôle de transmission, je vais dire. Ça veut dire qu'ils se doivent en effet d'aider au mieux les professionnels de santé, de leur donner effectivement accès, en quelque sorte, à toutes les bases effectivement qui vont permettre aux professionnels de santé d'avoir, si je puis dire, la possibilité. Le professionnel de santé doit avoir la possibilité de se dire, voilà, les données effectivement qui sont collectées, que dois-je en faire? Comment puis-je les utiliser? Et le Conseil de l'ordre, effectivement, doit leur transmettre les protocoles. Protocoles, effectivement, qui sont issus de la réglementation, qui est une réglementation française et européenne, puisque nous sommes en harmonisation. Donc, en fait, le Conseil de l'ordre, effectivement, a un rôle de transmission et doit se faire médiateur. Ça veut dire que si aujourd'hui un médecin ou un professionnel de santé se sent, on va dire, complètement dépourvu face à la collecte de santé, je ne sais pas effectivement ce que je dois faire, combien de temps je dois garder une information, comment elle est transmise, etc., eh bien, il peut en effet se référer à l'ordre et au conseil de l'ordre pour qu'on puisse effectivement lui indiquer la marche à suivre et le protocole à suivre. Donc, il y a effectivement un devoir de transmission et d'information. Mais il n'y a pas effectivement un devoir, on va dire, de sanction, et lui-même n'intervient pas à proprement parler dans la collecte de données. Mais il se doit effectivement de pouvoir épauler et aider au mieux effectivement les professionnels de santé dans ce domaine en s'appuyant sur le Conseil national effectivement éthique et sur effectivement la Commission nationale de l'informatique et des libertés, bien entendu. Merci. Alors, une autre question. Je m'intéresse à l'éthique, mais je ne me sens pas capable de me lancer dans la lecture des auteurs. Que conseillez-vous? Je vous comprends. Non, oui, écoutez, oui, ça peut être compliqué et en effet, peut-être même parfois un peu rebutant de devoir s'atteler à du Kant ou du Aristote ou du Ricoeur. Je comprends. Alors, écoutez, le conseil que je peux donner, ça serait d'abord effectivement peut-être tout simplement d'aller effectivement sur le site du CCNE et de repérer effectivement d'ailleurs l'espace de réflexion ou le pôle de réflexion éthique de votre région. Donc, c'est l'ERE, effectivement, ici à Lille, par exemple, c'est l'ERE. Donc, de ne pas hésiter effectivement à aller sur ce site puisque vous aurez donc toute l'actualité éthique. Et donc, il y a généralement des débats. Des conférences qui sont proposées aussi, des cafés philo ou aussi des cafés psycho, des après-midi de la psychologie aussi. Ça se fait aussi au pôle Hurier ici, par exemple, à Lille. Et donc d'y assister, en fait, peut-être sur certains domaines qui vous interpellent, déjà dans un premier temps, parce que ça va susciter votre réflexion éthique. Vous allez commencer effectivement à réfléchir, à vous questionner, à vous dire, tiens, sur ce domaine, moi, je pensais plutôt ceci ou cela, et peut-être même pouvoir y participer. Ça, c'est la première chose que je peux vous conseiller. La deuxième chose que je peux vous conseiller aussi, eh bien, c'est de ne pas hésiter, effectivement,
peut-être effectivement à lire peut-être des avis, et ce qu'on appelle les avis éthiques, qui sont les recommandations effectivement du CCNE, parce que pareil, sur ces articles-là, ils sont très faciles d'accès. L'avis 143 qui est dans l'onglet Actualité, qui a été édité le 9 mai dernier, vous l'avez sur le CCNE, et il est véritablement très facile d'accès. Vous allez sur les recommandations et vous allez voir effectivement tous les problèmes éthiques sont, j'allais dire, récapitulés, et on propose des solutions, et vous pouvez déjà essayer de comprendre effectivement les domaines qui posent problème, en quoi ça a un impact sur, par exemple, un domaine médical, mais aussi le domaine économique, et aussi sur le domaine de l'entreprise, et voir un petit peu comment vous le comprenez, et si ces solutions vous parlent. Et puis enfin, après, clairement, je pense qu'il faut le faire aussi de manière ludique. Enfin, je pense aussi qu'on peut, par exemple, susciter sa réflexion éthique et la réflexion même philosophique, tout court, au travers peut-être du cinéma. Voilà. Enfin, moi, là, j'ai en tête ce qui me vient, là, eh bien, ce serait peut-être de regarder quelques films de science-fiction qui déjà suscitent la réflexion éthique. On en a quand même des récents qui sont très intéressants. Je pense, par exemple, à Ex Machina, qui est un film sur justement la collecte de données massive, qui peut être intéressant. Et puis, ça reste effectivement un film, donc on va se questionner tout en effectivement passant un moment agréable. Et puis après, il y a des documentaires là qui sont intéressants. Il y en a un qui est sorti en 2019, qui est Snowden, qui est sur l'affaire effectivement d'Edward Snowden, qui est effectivement un employé de la NSA, qui a divulgué en fait des programmes de surveillance de masse du gouvernement américain. Donc, c'est très intéressant parce que justement, on programme de surveillance de masse au travers de la collecte de données. Voilà, donc on peut aller là-dessus. Et puis, après, de manière peut-être un film un peu plus ancien, mais qui aussi mettait en évidence un problème de surveillance aussi, Minority Report. Pourquoi pas, ça peut aussi susciter avec justement avec la collecte de données de surveillance et puis la prédiction au crime. Donc, vous voyez, on peut passer par différents supports, multiplier les supports. Voilà, c'est ça. C'est la curiosité intellectuelle qui va vous permettre d'aiguiser votre réflexion éthique. Puis après, je ne sais pas si vous êtes étudiante ou pas, mais si vous l'êtes, et puis que vous avez accès à, je ne sais pas, une UE éthique, foncez, et puis inscrivez-vous. Mais sinon, en effet, multipliez les supports, lisez, allez à des conférences, ciblez sur des domaines qui vous intéressent. Ça va vous permettre déjà d'aiguiser de votre réflexion et de vous permettre de vous habituer, de vous acculturer aussi au vocabulaire technique, parce qu'il y a aussi un langage particulier de l'éthique, et on a tendance à en parler peu, mais le langage, la communication en éthique, le verbal est très important. Communiquer bien en éthique, être capable de mettre les bons mots sur les dilemmes éthiques, c'est pas forcément aisé, et tout le monde n'a pas forcément cette facilité-là, donc ça va vous permettre aussi déjà de comprendre aussi le vocabulaire du domaine en question. Voilà ce que je peux vous conseiller comme ça, brûle pour point, on va dire, sans passer par les auteurs, les théoriciens. Bien, merci pour ces conseils. Alors, on a encore 5 minutes, on peut encore répondre à 2 questions. Alors, quelles sont les entreprises qui collectent des données de santé en France? Oui, il y en a. Alors oui, il y en a beaucoup. Alors, en parlant d'abord, dans le domaine de la médecine, j'ai une question sur le Conseil de l'ordre. Donc, justement, peut-être Cristal, l'agence de biomédecine, en fait, qui va collecter les données qui concernent le prélèvement et les greffes d'organes. Donc voilà, donc Cristal, ça, c'est une agence, effectivement, qui collecte les données. Dans des collectes de données qui sont, on va dire, peut-être qui font appel à tout public et que l'on connaît, vous comme moi, Doctolib, collecte des données qui sont effectivement, j'allais dire, la plateforme effectivement pour les rendez-vous médicaux, collecte les antécédents médicaux aussi, pour aussi améliorer son service. Nous avons aussi, qu'est-ce qu'on a encore? On a Keldoc aussi, qui effectivement est une entreprise de télémédecine
qui propose des consultations en ligne et qui donc va collecter les antécédents médicaux, les résultats des consultations, d'imagerie médicale, hein, il me semble aussi. Donc en France, on en a effectivement quand même pas mal. Et puis on a, bah oui, en médecine aussi, peut-être effectivement en France aussi la plus grande, qui est le système effectivement national des données de santé national, hein, le CNDS, hein, qui lui collecte tout, qui collecte les données de l'assurance maladie, qui va collecter les données des hôpitaux par la base qui est la base de PMSI, qui va effectivement collecter les données des causes médicales de décès, je crois, via l'INSERM, et qui va collecter aussi des données relatives au handicap en provenance de la MDPH, donc qui collecte véritablement tout. Donc ça, c'est vraiment, oui, c'est le plus gros système national, c'est effectivement le SNDS. Voilà, on en a beaucoup en France, hein. Et puis après, j'allais dire, au-delà de nos frontières, hein, bah, Google, Google collecte beaucoup, IBM Watson collecte, Verily, enfin, il y a plein d'entreprises aussi américaines et internationales, hein, qui collectent énormément. Très bien. Et dernière question, on va essayer de faire tourner un petit peu tout le monde. Est-ce que des données de santé ont déjà été divulguées en France? Oui, alors on en a parlé quand même, puisque justement, ça a été effectivement la sanction, on va dire, très importante, la sanction effectivement de la CNIL, hein, qui a été la plus importante. Alors oui, c'est arrivé. Le plus gros scandale en France, effectivement, date de 2021, c'est l'affaire Dédalus, de la plateforme Dédalus Biologie, en fait, qui a été condamnée par la CNIL à une amende d'1,5 million d'euros suite à une fuite de données. En fait, c'était une fuite de données massive. Normalement, en fait, Dédalus a fait un transfert de données d'une plateforme à une autre, et normalement, en fait, les données doivent être transférées de manière séquencée. On ne peut pas effectivement transférer toutes les données en même temps parce que le risque effectivement de piratage est accru et de fuite aussi. Et donc, Dédalus n'a pas respecté le protocole de séquençage et donc on va dire, exporté beaucoup de données, énormément de données, une masse considérable de données sur un autre site. Et donc, effectivement, il a été piraté et il y a eu une fuite effectivement de données massives qui a concerné 500 000 personnes. Alors, outre le fait qu'il n'a pas respecté le programme de séquençage et donc finalement il a été condamné pour ça, mais il a été condamné aussi parce que en fait, les données des utilisateurs se sont retrouvées donc en diffusion sur la toile, sur Internet, mais on s'est rendu compte effectivement qu'elles n'étaient absolument pas cryptées, en fait, les données. Donc, on avait accès à tout. Le nom, le prénom du patient, le numéro de téléphone, le numéro de sécurité sociale, le nom, le prénom du médecin prescripteur. On a eu les résultats, effectivement, de certains examens médicaux. On a eu même accès, effectivement, à certaines données qui avaient été des médecins qui avaient effectivement noté, on va dire, manuellement, en fait, certaines indications, par exemple, cancer, pathologie, tel type de pathologie ou VIH. Tout a été divulgué, donc il n'y avait aucun cryptage et aucune anonymisation. Donc oui, effectivement, c'est un gros scandale et donc le site, il y a eu une suspension de traitement du site, une suspension de traitement par rapport effectivement à cette plateforme et effectivement une amende d'1,5 million d'euros par rapport effectivement à tous ces problèmes effectivement de non-sécurité et de divulgation effectivement des données des patients. Donc oui, en France, c'est déjà arrivé, en fait, à plusieurs reprises, hein, il y en a eu d'autres en 2018, mais en tout cas, le retentissant, ça a été effectivement celui de 2021 avec Dédalus Biologie, en effet, c'était le plus important. Après, il y en a eu effectivement aussi, pareil, hein, au-delà de nos frontières, le plus gros étant aux États-Unis, hein, avec Anthem, qui est un assureur, et qui a été condamné à 115 millions si je me souviens bien, de dollars à donner à un collectif de victimes, puisqu'il y a eu 80 millions, effectivement, de personnes dont les données ont été divulguées sur Internet. Donc, oui, vous voyez, on a encore beaucoup, effectivement, de travail à faire sur la protection des données, même si aujourd'hui, on est quand même relativement protégé, mais il faut les piratages, le hacking
est très nombreux, c'est très nombreux et donc il faut véritablement être très, très, très vigilant par rapport à la collecte massive des données de santé. Très bien, merci beaucoup. Merci à tous pour vos questions. Merci de nous, voilà, de nous avoir accordé aussi du temps. Merci Ludivine pour cette conférence très Merci à tous de votre attention. Merci. Alors, nous avons eu plaisir vraiment à animer cette conférence. N'hésitez pas à la partager, hein, à aller revoir le replay et à la partager surtout. Elle est disponible comme toutes les conférences métiers que nous faisons de manière mensuelle. Elle est bien sûr disponible sur notre site HEM Santé. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée et à très bientôt peut-être. Au Je vous revoir. remercie. Bonne soirée à tous. Merci. Au revoir.